j'ai tout vu, tout lu. J'ai tout vu, tout lu. Alors non, Jacques Dutronc n'est pas décédé. On s'est dit, vous l'avez vu, il y a quelques temps, on a fait une espèce de hors-série top 5 des films d'Halloween avec Alain Faradji. Puis là, je trouvais ça vraiment pertinent de faire la même chose, le même exercice avec vous, Jérémy Daniel, pour des livres. Ben oui. Un espèce de top 5, un peu relié à l'actualité, mais bon, avant tout, le plaisir de partager des découvertes et des... je pense que les gens aiment ça. Moi, j'ai découvert l'an dernier le pouvoir d'un libraire, d'avoir un libraire, parce que longtemps, les gens, pendant longtemps, on va dans des grandes surfaces ou même dans certaines librairies, on oublie qu'il y a un réel spécialiste ou une spécialiste des livres. Et moi, j'ai quelqu'un à la librairie du soir, je dois l'avouer, là, au Carré Saint-Louis, qui maintenant connaît mes goûts et c'est un pusher de livres, vraiment, et je ne pourrais plus m'en passer. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps. Savoir le pouvoir qu'un libraire a, je le sais, j'en suis un, oui. Lorsque quelqu'un rentre, et là, c'est une question un peu sibylline, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, mais savoir qu'on est la personne qui va aller dans cet étalage. Il y a des livres, des milliers de livres. Totalement. Là. Et là, parfois, là, on ne va pas là, sur la tablette, sur la table avec les 20 copies du nouveau roman qui vient de paraître. Non. On sait que cette personne-là a besoin de ce livre-là, qui est là peut-être depuis 6 mois, 1 an, 3 ans, et là, on le sort, on le met dans des mains et on sait que cette rencontre-là est incroyable. Exactement. Mais au même moment, ce qui est fascinant, c'est aussi de savoir que lorsqu'on est libraire, ce qu'on conseille à des gens, lorsque quelqu'un va voir un film, c'est 2 heures. Oui. Qui aime ou qui aime pas, on est habitué. On va y retourner après. Exactement. Au cinéma, là. Que le film soit bon ou non. Exact. On va pas remettre en question notre goût du cinéma. Même chose avec le théâtre. Oui. Je sais que vous avez plus de problèmes avec ça. On en reparlera longuement. N'empêche que c'est 2 heures. La proposition est là. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Au final, après 2 heures, je mets ça dans la petite poche et je m'en vais. Oui. À l'époque, on achetait des CD, 45 minutes. J'ai 2-3 chansons que j'aime bien. Le reste. Lorsqu'on donne un livre à quelqu'un, là, lorsque c'est dollars de loisirs, de divertissement, à une époque où on achetait des abonnements à Google Music, Netflix et compagnie, on décide de dépenser 35$ pour un 420 pages. Il y a peut-être un 4, 6, 12, 20 heures de lecture devant. La confiance que ces gens-là nous font, la confiance que vous faites à votre libraire, c'est une confiance en or et c'est précieux. Et pour ça, je dois remercier les clients, les lecteurs qui sont prêts. Non, mais honnête, c'est une relation incroyable. Et c'est ce qu'on va tenter d'offrir avec ce petit moment avec vous, Jérémy Laniel, de suggestions de livres à lire en lien avec l'actualité. Oui, en lien ou pas. En lien surtout. Oui. Donc, un top 5 qui n'a pas vraiment de classification. C'est 5 très bons livres. Parfois des lieux communs, d'autres belles petites surprises, certains nouveaux romans de la rentrée. J'aimerais commencer. La grosse actualité là, qu'il y a eu en octobre, c'est assurément l'assassinat de Baghdadi. On ne peut pas ne pas en parler. Oui. Et Trump nous a annoncé ça, nous a annoncé donc, la mort d'un terroriste. La supposée mort du chef de l'État islamique. Exactement. Il nous a annoncé la mort d'un terroriste, tout comme il aurait annoncé l'achat d'un nouvel hôtel en Californie. C'était d'une bassesse. Et n'empêche que ça m'a donné envie. Je ne sais pas si j'aimerais que Trump lise ce livre. J'aimerais que beaucoup de personnes lisent ce livre. Exact. Que beaucoup de personnes lisent ce livre. Point. Ce livre dont on a beaucoup parlé, mais il y a des livres comme ça qui sont essentiels et qu'on doit continuer d'en parler. C'est Le naufrage des civilisations d'Amin Maalouf. C'est un écrivain libanais, essayiste, membre de l'Académie française, bien honnêtement, il a écrit Les Identités meurtrières dans les années 80-90, qui est un livre vraiment important, un essai qui a fait le tour du monde, qui a été un de ses plus grands succès, Les Désorientés, un très très bon roman aussi. Bref, pas loin d'une trentaine de romans publiés. Et son dernier livre, avant Le naufrage des civilisations, je dois m'en confesser, c'était Un fauteuil sur la Seine, une histoire du dernier siècle français. C'était d'un ennui mortel. Et je m'étais dit, Amin Maalouf, c'est fini. Ça me va. Je suis conscient qu'après 30 livres, il n'y avait peut-être plus rien à dire, puis j'avais accepté qu'Amin Maalouf, c'était la fin. On reste avec ses classiques. Et là, je reçois Le naufrage des civilisations. Première phrase, je suis né en bonne santé dans les bras d'une civilisation mourante. Et Maalouf, libanais. Première phrase. C'est comme, oh, boy, OK, il est peut-être plus en forme que je pensais, le petit Maalouf. Et c'est exactement le cas. C'est un essai avec un jeu très personnel, très subjectif, dans lequel il tente de comprendre à quel moment la relation, la rencontre entre l'Orient, quand il lui parle de l'Orient, il parle principalement du monde arabe, entre le monde arabe et l'Occident, pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi cette rencontre-là a achoppé? Bien sûr, on va revenir au canal de Suez. Bien sûr, on va revenir aux guerres du Golfe. Mais lui, il le fait avec un jeu très personnel. C'est-à-dire celui qui a connu un Beyrouth un peu frivole, qui a connu un Caire incroyablement culturel. Il raconte ses anecdotes
de famille, ces soirées incroyables. Et il dit, c'est pas très loin du Paris, du Berlin que je connais maintenant sur le continent ça européen. fait pas 300 ans. Et non, C'est c'était ça. hier. C'est Et ça. aujourd'hui, ces villes n'existent plus. Cette identité-là n'existe plus. Et à quel moment, pour quelle raison, où cette rencontre a échoué, c'est magnifiquement fait. Pour la simple et bonne raison, je le répète, c'est ce jeu, c'est cette subjectivité complètement assumée d'un homme qui connaît, qui a lu, qui cite, oui, Ouais. mais qui ne s'installe pas en scientifique, en penseur, en géopoliticien. Ouais. Et ces livres-là sont très intéressants, là, j'en conviens. Ah N'empêche que le naufrage de civilisation raconte une rencontre qui n'a jamais eu lieu. Ouais. Une rencontre qui veut pas, et cette non-rencontre au final est la résultante de tous les tenants et aboutissements, les tenants et aboutissants des frictions qu'on pense aux guerres du Golfe, Oui. au Koweït, qu'on pense à 2001, qu'on pense à tous les attentats qu'on voit en France et ici. Et donc, c'est fait avec une clairvoyance, une intelligence, un style aussi. Et ça rend le livre beaucoup moins aride qu'on pourrait le croire, dû au sujet. C'est une lecture essentielle, je crois, pour comprendre aujourd'hui. C'est drôle parce que dans votre prémisse, j'étais certain que vous alliez plutôt vers, malgré que c'est pas une nouveauté, mais le livre de Boilem Sansal, 2084. Oui, un autre très bon livre. Un peu plus aride, par contre. Oui. Malgré le fait que lui, il est couvert sous le couvert de la fiction. Oui, oui, mais quand même, on sent une réelle inquiétude de ce qu'est vivre dans on peut dire une dictature islamiste. Exactement. Mais oui, un peu plus aride, un peu plus... j'aurais aimé mieux... en fait, j'aurais beaucoup... J'étais déçu, en fait, je dois dire. J'étais craqué ben raide. Puis moi, j'en avais entendu parler en écoutant On n'est pas couché, l'émission de Ruquier. Et je pense que même que Boilem Sansal était un des invités. Et j'étais très impatient de mettre la main sur ce roman-là, qui était un très bon roman, mais... énigmatique, sibyllin, pas facile d'approche, alors que Malouf l'est beaucoup plus. Puis dans cette idée de dictature que Sansal aborde, je dois avouer, je m'en confesse que j'ai peut-être préféré Soumission de Michel Houellebecq. Ouais, c'est vrai, bon parallèle. Ouais. Qui est fait avec une langue très subjectivement français, mais qui est tellement intéressant de voir comment ce n'est pas nécessairement le coup d'État et les tanks dans les rues. C'est très soft. C'est pernicieux. Dans les universités que ça se passe. Je trouve que c'est bien fait. Il y a tous les défauts que certains adorent chez Houellebecq et d'autres détestent. N'empêche que la réflexion... Je suis assez vendu à Houellebecq. La réflexion dans Soumission est très intéressante et beaucoup plus accessible que chez Sansal. Deuxième suggestion. Suggestion, on peut pas ne pas donner un petit livre à François Legault. Il aime le hockey, j'aime le hockey, j'aime la lecture, il doit aimer la lecture. Il aime David Boudreau, en tout cas. Oui, il a acheté ça le 12 août. J'étais bien heureux d'être content. On le salue d'ailleurs. On salue David, surtout. Oui, surtout. Et là, il y a on a appris que le test des valeurs entre en fonction. Le fameux test des valeurs. J'essaie de voir, on va savoir les notes de ça. On a-tu les premiers de classe? J'espère que ça sera sur le site web du ministère de l'Immigration. Peut-être un macaron pour ceux qui ont passé avec... je sais pas. Une étoile. Rendu là. J'aimerais conseiller une nouveauté qui vient de paraître. Ça s'intitule Le Mammouth de Pierre Sanson. Et vous allez voir, j'en parle et vous allez me dire, mon Dieu, c'est un peu loin. Et pourtant... les vases communicants, les chambres d'écho entre ce qui se passe aujourd'hui au Québec et je dirais même en Occident et ce qui est dans ce livre-là. Donc, le Mammouth s'intéresse à un fait divers d'abord bien précis. Pierre Sanson est à son 10e livre, 23 ans d'écriture quand même, c'est un vieux routier. Un des écrivains méconnus qui a une langue incroyable, si vous voulez mon avis. Donc, le Mammouth s'intéresse à une personnalité, c'est Nikita Zinchuk. Zinchuk est un Ukrainien ça fait 5-6 ans qu'il est à Montréal, on est en 1933 et il va se faire abattre d'une balle dans le dos par un policier. On est à un moment où le Parti communiste gronde un peu dans le quartier populaire. Ça se passe au coin de Napoléon et Saint-Dominique, là, donc en plein cœur de Montréal. Est-ce que c'est basé sur des faits... Ça, c'est un fait, c'est béton. C'est vécu, c'est vérifié. La majorité de ce que vous retrouvez dans ce livre-là est vérifié, vécu. Tous les personnages ont existé, ou presque, à part Simone Bélanger, qui est son personnage féminin qui insuffle dans le livre, mais le reste, là, on découvre des personnages, on découvre les rues de Montréal avec leurs anciens noms, on découvre les commerçants qui avaient pignon sur rue, quel commerce ils avaient, qui était le tenancier, on avait qui habitait en haut. Donc, on a vraiment... Tous les personnages sont vrais. Il a fait une recherche de moine, ce qui n'est pas du tout son genre. La majorité de ses livres tous ses livres ne sont pas socio-historiques. Lui, il l'est, parce qu'il aimait cette colère qui grondait. Le livre autour de l'assassinat de Zinchuk, Zinchuk meurt à la page 73 sur un livre de 350 pages. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe après. C'est les forces de l'ordre. C'est cet état policier oppressant. Parce que comment ça se passe, c'est qu'il y a une éviction chez les anciens
l'ancien logeur de Zinchuk, et lui, il vient récupérer sa malle. C'est ce qui s'est passé pour de vrai. Il voulait juste sa malle de linge estival qu'il avait laissé là-bas. Et lorsqu'il arrive, la foule est là, les travailleurs sont à l'extérieur parce qu'ils sont tannés de cette répression policière-là. Donc, l'émeute commence un peu à gronder. Lui traverse la foule, trouve sa malle sur le trottoir, la prend, et à un moment, quelqu'un crie « Shoot him, he's a communist », balle dans le dos, meurt sur le coup. Et là, il va devenir, bien sûr, un martyr. Il y aura quasi une autre émeute au moment de ses funérailles. Ce qui est fascinant, c'est ce Montréal ouvrier-là. On le surnommait le mammouth polonais, cet Ukrainien catholique de 5 et 5, absolument pas communiste, même pas juif. On l'a tiré pour ce qu'on croyait qu'il était, alors que c'était pas le cas. Et ce qui est fascinant, c'est ce rapport à l'autre par l'État policier, par les Canadiens anglais, par les Canadiens français catholiques. L'autre, c'est qui? Bien sûr, c'est les Polonais, c'est les Juifs. C'est les Juifs qui ouvrent le dimanche et qui donnent du crédit. Qui sont en direct compétition avec les commerces canadiens-français aussi, qui eux-mêmes sont en soumission avec le grand argent anglophone, parce qu'on sait que il faut le rappeler quand même, les réticences interethniques de l'époque étaient beaucoup là-dessus aussi. C'est qu'on avait l'impression que ces gens-là venaient voler notre pain qui était déjà difficile. Je dis notre pain, là, mais c'est les Canadiens français de l'époque qui était difficile à gagner. Exactement. Mais tout ce rapport-là, ce rapport à l'autre avec un grand A, et on le regarde aujourd'hui, on regarde un test des valeurs, on pense à la charte des valeurs, on pense à notre rapport à l'autre, que ce soit au profilage racial de la police. À Freddy Villanueva qui meurt d'une balle complètement ridicule. On se dit, mais mon Dieu, il y a presque un siècle qui s'est déroulé entre ce moment-là et aujourd'hui. L'autre a changé de visage, mais il existe encore. Et nous, bourgeois, heureux, francophones, émancipés dans un Québec fédéralisé, name it, on est encore dans cette crainte de l'autre. On met au pouvoir un parti nationaliste qui joue là-dessus. C'en est d'une tristesse sans nom. Et je trouve que Pierre Sanson, qui a écrit ce livre-là avec une certaine colère, une colère pour ces classes ouvrières-là, bien, il y a tellement d'écho à faire. Et je crois que si c'est pas Legault, il passera à Jolin Barrette. Ils se l'échangeront. On fait des blagues avec François Legault, mais c'est un gros lecteur. Absolument. Qui fait ses suggestions. C'est notre rédacteur qui me disait ça. Moi, je suis plus sur Twitter, mais qui fait ses suggestions régulièrement sur les médias sociaux. Et ce qui est fascinant, et ça s'invente pas, parce que Pierre Sanson, la majorité des personnages sont véridiques, leurs noms sont les vrais. Et il y a un poissonnier, justement, qui est un commerçant qui achète local, donc il fait pas affaire avec les autres. Donc ce fameux acheter chez nous. Et il s'appelle François Legault. Un poissonnier. Bien, c'est intéressant. Il est dans le roman, donc François, s'il a toujours voulu être un œuvre de fiction, c'est le cas de se plonger dans le mammouth de Pierre Sanson. Nous, les poissons. Et là, j'ai hésité à en parler du mammouth puis de parler d'un autre livre. J'ai fait, pourquoi pas parler des deux? On s'en fout, la balado dans le temps. Exactement, c'est un classique. Mais moi, c'est un livre que j'ai tellement aimé. C'est un des livres qu'on lit peu de cet auteur qu'on lit beaucoup, c'est-à-dire Philip Roth. Ah, mon Philip, Dieu. grand écrivain. Donc, on connaît bien sûr La Tâche. J'aimerais parler du Complot contre l'Amérique. Quel grand livre, le Complot contre l'Amérique. Parce que le test des valeurs m'a ramené en tête le Complot contre l'Amérique. On en parle, puis je vais vous ramener pourquoi j'en suis arrivé à ce livre-là. C'est surtout l'élection de Donald Trump qui m'a fait penser. Je l'avais lu, il est sorti quoi en 2000? Début 2000, c'est pas 90, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vérifié, mais moi, c'est... Oui, en tout cas, mais allez-y. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit l'histoire de Philip. Donc, Philip Roth, il se met lui-même en scène. Jeune garçon qui est dans une banlieue du New Jersey, dans une famille juive. Et là, on est en 43-44. C'est au moment où FDR, Roosevelt, décide de... Non, l'histoire réelle, c'est que Roosevelt prend un 3e mandat. Un mandat exceptionnel pour des circonstances exceptionnelles qui étaient la guerre en Europe, la Deuxième Guerre mondiale. 2004, excuse-moi. 2004, l'apparition. Voilà. Et mais dans le roman de Roth, FDR se présente, par contre, il a une opposition. Une opposition qui réellement a failli se présenter. C'est vrai. C'est Charles Lindbergh, le grand aviateur. C'est un héros. Un héros incroyable. Traversé l'Atlantique. Avec le Spirit of St. Louis, le premier à faire un vol transatlantique. Ce qui lui a d'ailleurs valu une récompense de la part de Joseph Goebbels, ministre de l'Aviation nazi. Et donc, il était approché par les républicains pour se présenter parce que c'est un héros national. Il y a pensé, il ne l'a pas fait. Roth se dit, bon, on part de là.
notre cher Lindbergh se présente aux élections et il bat FDR. Ouais. Que se passe-t-il à partir de maintenant? Et là, c'est du pur génie. Ouais. On a donc Lindbergh qui, un peu gros gens par devant, sans être imbécile, mais est juste là, décide, aime bien les nazis parce qu'il l'aime bien lui aussi, Oui. signe un pacte de non-agression avec le Japon et l'Allemagne. Là, tout Ouais. d'un coup, l'histoire au complet Ben s'écroule. oui, ben oui. Et là, ce qui est intéressant, donc oui, on peut voir en Goebbels ce héros, ou du moins cette vedette du moment à la Trump. On peut faire ces vases-là communicants. Mais moi, ce qui me rappelle, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit dans le roman les Nuits de Cristal qui sont rendues maintenant en Amérique, donc les commerçants juifs Oui, qui parce se font que la famille de Philippe, ce sont des Juifs. exactement. Et là, il commence, au début, le père est comme, non, inquiétez-vous pas, ça va être tout va correct. bien aller. Mais on se rend compte, petit à petit, Pernicieusement. les choses changent et les États-Unis deviennent une espèce de je dirais pas une dictature, mais deviennent très Ben, un peu comme la intolérants. soumission de Welbeck, Oui. c'est pernicieux, ça arrive Oui. tranquillement. Et pourquoi j'ai pensé à ça avec le test des valeurs, c'est que moi, un moment qui m'avait marqué, c'est qu'on met en place une splendide... un splendide plan d'action pour prendre les enfants juifs Oui. et les envoyer un été de temps dans le Oui. Kentucky ou Oui. dans le Tennessee Oui. pour apprendre à être américain. Et le frère de Philippe, Ça en va là. et lui, On l'a- revient transformé. Exactement. Ouais. Donc, comment être un bon Américain blanc? Ouais. Et je trouvais cette idée-là, cette idée de bon, certains diraient whitewashing Ouais. de chez les Juifs, mais juste de dire, bon, on va en faire quelque chose. Oui. Je trouve que le test des valeurs vient un peu... C'est comme si à la fin de ce week-end au Kentucky, où est-ce qu'on t'avait appris à traire les vaches, puis à sacrer comme il faut, Ouais. puis à marcher du tabac, Ouais. ben là, si tu passes ton test des valeurs, parfait, Tu tu vas vas avoir devenir américain. ton droit de vote. Ouais. Donc, Complot contre l'Amérique, c'est un livre magnifique, incroyable, brillant, Pour à lire. quelqu'un qui n'a jamais lu Philip Roth, parce que moi c'est un de mes auteurs préférés américains, avec Richard Ford, je pense. Et quelqu'un qui n'a jamais lu du Philip Roth, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Moi, j'ai aucun problème avec ce livre-là comme porte d'entrée. Non, Surtout- mais moi aussi, là, non, je mais pose trouve la question parce que vous êtes libraire et parce pas moi. que je trouve que il y a des livres différents et certains diraient meilleurs que celui-là. Par contre, la grosse série avec les Nathan Zuckerman, Ouais. j'ai l'impression que c'est mieux de les lire dans l'ordre. Le premier est peut-être pas le plus accessible, Ouais. donc là, après ça, on se ramasse un Le peu premier qui mélangé. est, Et donc, voilà, Complot contre l'Amérique de Philip Roth, ça se Oui. trouve en folio Ah ouais, un c'est peu un partout. classique, ça, ben C'est oui. essentiel. Oui. J'ai parlé de Simon Jolin Barrette. Pourquoi pas une petite suggestion pour Simon? Ben oui. Hein, on le salue d'ailleurs. Je sais pas si c'est un lecteur, lui, Simon Jolin. Il n'a peut-être pas Ben- de temps, il est tellement occupé à refaire le Québec. Au grand complet. Hein? Oui. Hey, oui. lui, Allons-y bref. quand même, il va trouver du temps. Ben, c'est parce qu'on va au-delà du test des valeurs le 1er janvier, on va aussi fêter la légalisation à 21 ans pour le cannabis. Oui, mais en fait, ça va être maintenant illégal d'acheter du pot si on a moins de 21 ans. C'est ça? Exactement. Voilà. C'est ce qui va se passer, ce qui est une idée géniale. Oui. Question de renvoyer nos enfants dans la rue, chercher Oui. des gens qui vont vendre du cannabis avec peut-être autre chose dans les poches. Oui. Qui sait? Oui, Qui sait? ou dans le cannabis. Ouais, voilà. Peut-être autre chose. Dans tous les cas, pourquoi ne pas lire une bande dessinée? Je me dis, Ah! il est occupé, il y a beaucoup de rapports à lire et des trucs, des images, Oui. des fois c'est le fun. Oui. Donc, c'est assez simple. Le titre, c'est Cannabis Ah de oui? Box Brown. OK. BDS américain que j'adore, publié à la Pastèque. Il avait publié André le Géant, que j'avais pas trop aimé. Par contre, Tetris, une histoire du jeu Tetris qui avait ouais. été faite en Union soviétique Ouais. et qui avait été vendu aux États-Unis. C'est génial comme histoire. Il fait un peu ce genre de BD reportage-là avec le cannabis. Donc, il revient vraiment, là, on part, je ne me trompe pas, au 16e siècle, Ouais. sur comment, de fil en aiguille, le cannabis est d'abord immiscé en société et comment il y a eu un tournant où cette chose qu'on consommait de façon complètement normale chez plusieurs peuples autochtones en Amérique latine, en Amérique point, la culture du chanvre et tout, comment on l'a illégalisé d'un coup et ce qui a permis, surtout aux États-Unis, de faire du profilage racial, de vraiment Oui. mater des En fait, la guerre à la drogue, a souvent été une façon aussi de remplir les de faire prisons comme ça se peut et pas. de faire de la répression sur certaines communautés. Exactement. Et donc, on a toute cette histoire-là. C'est fascinant. Plein de fun facts sur le cannabis en soi. C'est une mode BD d'à peu près 200 pages. Efficace, bien fait. Le trait de Box Brown est clair, net et efficace. Je trouve un moment où on a encore une fois des scientifiques et des gens qui réfléchissent à comment on devrait vivre en société. Nous mentionnent que c'est une très mauvaise idée que de mettre l'âge légal à 21 ans et qu'un gouvernement décide de le faire. Il va quand même. Ben bon, voilà. Avec le troisième lien aussi, on voit bien que c'est un gouvernement qui visiblement ne s'enfarge pas dans les faits scientifiques du tapis, si on peut dire. Voilà, laissons-leur une chance, mais bon, laissons-nous douter aussi. On va lire ça. Mais Cannabis. Box Brown, Cannabis, publié à la Pastèque, donc dans une traduction française. Et peut-être en terminant, une lecture
lecture d'un livre incontournable pour une situation qui est plutôt triste, c'est-à-dire celle au Chili. Oui. On l'a vu, les révoltes énormes dans les derniers jours, suite d'abord à la hausse du ticket de métro, mais c'était c'est symbolique, c'est un peu comme les Gilets jaunes en France aussi. C'est une anecdote qui canalise des décennies d'insatisfaction. Exactement, les 30 dernières années depuis la fin de la dictature. Ouais. Et je me dis, le continent latino-américain est un continent très complexe à saisir politiquement, est un continent qui est... Une littérature est très riche également, que je découvre à peine depuis l'année passée. Et ce continent-là, c'est notre voisin, c'est à côté. On partage plein de choses et on connaît beaucoup plus ce qui se passe du côté européen et on ignore complètement. Moi, je trouve ça fascinant. Et pour remédier à Julie Vincent, on a parlé un peu de ça avec la pièce Valparaiso, Julie Vincent et Dominique Parenteau-Leboeuf, et j'avais noté ça en voyant la pièce, cette espèce de... méconnaissance. Oui, les points en commun qu'on a avec l'Amérique du Sud. Ouais. C'est fascinant. Ouais. Et donc, pour s'inspirer de l'actualité, pourquoi ne pas tomber dans Les Mémoires du Feu de Eduardo Galeano. Ah oui. C'est un écrivain uruguayen décédé en 2015. La traduction... C'est extraordinaire. C'est un livre... C'est ça que je suis en train de lire. C'est sérieux? Oui. C'est fascinant. Oui. C'est tout simplement... C'est les 3 tomes rassemblés? Exactement. C'est publié chez Lux. Il y a une retraduction faite par Alexandre Sanchez, éditrice chez Lux. C'est un testament littéraire. Ouais. C'est un grand livre. C'est très étrange parce que c'est un mélange de faits historiques, parce qu'il s'est basé sur l'histoire réelle des Amériques, parce qu'on parle parfois de l'Huronie, entre autres, mais c'est beaucoup l'Amérique du Sud, entre autres, et c'est un mélange, et c'est comme des petits paragraphes. Des fois, c'est une page, des fois, c'est un tiers de page, des personnages, et avec un espèce de vernis poétique aussi derrière les faits historiques. C'est vraiment un objet littéraire que j'avais jamais rencontré, moi. C'est délectable. C'est grosso modo, pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, bon, ça a été fait en 3 tomes, c'est regroupé depuis quelques années en un seul livre, et on parle donc c'est l'histoire de l'Amérique latine de l'époque précolombienne à 1985. Le livre a été écrit en 84. Les 3 livres ont été écrits entre 80 et 85. Donc, on va jusqu'en 85, mais ça permet de comprendre, ça permet de mettre en place, de mettre en mots, de romantiser, de dédramatiser, de dramatiser certaines choses. Oui. Et comme tu le disais, c'est fait en fragments. Tantôt, on a l'impression de lire de la poésie, tantôt, on a l'impression de lire un article de journal, tantôt, on a l'impression de lire un essai. Oui. Et tout ça, c'est pas sur des 20-30 pages, donc c'est une page, une demi-page, un paragraphe. Oui. Et ça peut... à prime abord, rebuter juste en le regardant, et pourtant, laissez-vous 10 pages et vous allez rentrer dans un rythme qui me semble tellement onirique, empreint d'un réalisme magique. On rentre dans un tourbillon historique et on apprend tellement. Et chaque petit paragraphe a sa référence qui ramène à un autre ouvrage. Si on va approfondir aussi, là, c'est vraiment un livre très fascinant. Donc, au moment où les nouvelles en parlent, on en profite parce que très souvent, c'est pas toutes les révoltes qui se rendent à nous, malheureusement. Donc, que Chili est en colère, gronde, mais pourquoi ne pas prendre ce temps-là, cette opportunité-là pour approfondir ses connaissances? Et vraiment, Mémoire de Feu, c'est un testament littéraire. C'est un Uruguayen, Galeano, et je cherchais, moi, en fait, la porte d'entrée. Les mémoires, les veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est mes Coupes du Monde. Mes Coupes du Monde, oui, c'est vrai. Il a écrit un livre sur le foot. Oui. Moi qui n'ai pas un fan de foot, on parle de soccer, le foot européen, mais soccer. Mais je ne suis pas un fan de soccer dans la vie, et je suis tombé sur ce livre-là, petite parenthèse, il traînait devant les ascenseurs à Radio-Canada. Vous savez que plusieurs fois dans l'année, les recherchistes de toutes les émissions à Radio-Canada reçoivent des montagnes de livres, et souvent, ils ont aussi des doubles. Ils mettent dans des boîtes les rejets, en fait. Et après ça, nous, on peut les prendre. Et je suis tombé là-dessus, genre, let's go. Moi, j'aime lire souvent sur le sport, mais c'est assez rare. Entre autres, au hockey, on n'a pas beaucoup à se mettre sous la dent. Là, il y a Ken Dryden qui avait sorti The Game, qui était son espèce d'autobiographie, une réflexion sur le hockey. Et là, il vient de sortir un livre sur Scotty Bowman qui est sûrement très bon, mais c'est très rare. Et le football américain a beaucoup de bons auteurs qui ont parlé, mais le foot, c'est le sport où il y a eu le plus d'auteurs. Il y a de grands écrivains qui ont écrit sur le foot, et Eduardo Galeano en a fait un, et c'est comme ça que j'ai découvert son écriture, et après ça, je suis allé vers ses autres livres. Vraiment un auteur à découvrir. Et si vous aimez les lectures de sport, un petit bonus tranquillement, mais le livre sur la boxe de Joyce Carol Oates. Ah oui! Je me rappelle plus du titre, mais c'est délectable. Écrivaine d'à peu près 60 livres de publiés, rendue à 80 ans. Elle a pris sa retraite il y a à peu près 1 an ou 2 de l'université, puis elle a dit enfin, je vais pouvoir me consacrer à l'écriture. J'ai eu un vertige en lisant ça. Un petit essai sur la boxe, c'est délectable. Ah ben mon Dieu. Merci Jérémy Daniel. La glace est brisée. C'est un rendez-vous, je pense, qu'on va créer. Je ne sais pas sur quelle base, mensuel, on verra, mais vraiment des belles suggestions. J'ai déjà hâte de
quitter ici pour aller chez moi puis me replonger dans Eduardo Galeano. Alors voilà, c'était ce petit hors-série qu'on vous offre sur la littérature. Il va en avoir d'autres, vraiment. Merci, Jérémy. Un plaisir.